africaines, africains, il se fait tard ici en terre de France, 22h46 quand je vous adresse la parole. Vous pouvez imaginer qu'en cette période particulièrement difficile, eh bien, plusieurs précautions doivent être prises avant que je n'apparaisse devant vous. Car M. Macron et toutes les officines de la France-Afrique ont décidé de tout faire pour me réduire au silence. Tout faire pour me réduire au silence. Vous avez bien compris pourquoi j'ai été élu, eh bien, comme première cible du système France-africain. Un de mes amis m'a appelé hier et me l'a expliqué d'une manière esquisse. Je tiens à le remercier. Il m'a dit, ils ont décidé de commencer par toi, parce que toi, tu ne viens pas sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Tu ne viens pas là pour parler aux gens pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, après tu disparais. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu enseignes. C'est-à-dire que tu touches en profondeur le cœur de ton peuple, le cœur de tes internautes, de tes frères et sœurs africains de tous les continents. Cet ami a ajouté, est-ce que tu sais que dans tous les continents du monde actuellement, il y a des gens qui, par exemple, quand ils travaillent à domicile, ont la télé allumée sur tes conférences, qu'ils écoutent en fond sonore pendant qu'ils s'occupent de leurs obligations. Cet ami a ajouté, est-ce que tu sais dans combien de familles africaines sur la terre, ta photo est dans le salon? Je ne croyais pas en tout ça, jusqu'à ce que j'aille en visite au Canada, dans une famille d'amis, mais dont je n'imaginais pas à quel point ils s'étaient investis dans la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. J'arrive dans la maison et je trouve que parmi les photos de la famille, votre humble serviteur figure. Je fais partie de tellement de familles africaines aujourd'hui. Des enfants sont nés un peu partout sur la terre qui sont mes homonymes et que je n'ai jamais rencontrés. Je n'ai même pas encore rencontré les parents. Je reçois tellement d'amour des Africains que je n'ai pas le droit de faiblir quand on me persécute. Mais pour qui me persécute-t-on? Parce que je me bats pour mon peuple. Je n'ai pas renié ma communauté parce que je suis devenu citoyen français. Je n'ai pas renié ma terre natale d'Afrique. On me persécute pourquoi? Parce que je pose les problèmes en profondeur. Je prends le temps d'expliquer aux gens. Le Tout-Puissant a voulu, nos ancêtres angélisés ont voulu, mes parents ont voulu, mes maîtres ont voulu, que j'apprenne qu'apprendre, c'est être capable d'expliquer des choses difficiles d'une manière simple. Celui qui a compris, c'est celui qui a été capable d'assimiler ce qui est difficile et de l'expliquer simplement. Et c'est cela, enseigner. Apprendre durement et transmettre fluidement, avec fluidité. Si tous les coups de la France-Afrique, dans sa guerre informationnelle contre nous, sont concentrés sur moi, c'est parce qu'ils veulent détruire l'enseignant de l'Afrique des libertés. Je vous rapporte une deuxième anecdote. Plusieurs de mes amis qui sont des excellents communicants, quand j'ai commencé à donner des conférences sur les réseaux sociaux, des amis vraiment qui sont des amis fidèles, loyaux, et que je ne veux pas ici critiquer, mais je vais vous rapporter ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que mes conférences étaient trop longues et que la plupart des Africains ne disposent pas, en effet, des moyens aujourd'hui de se connecter longuement pour écouter tout ce que j'ai à dire. Et qu'il serait intéressant que je raccourcisse mes conférences. Certains m'ont même conseillé le modèle de 10 minutes. À ces amis qui m'aiment beaucoup et qui me l'ont dit parce qu'ils veulent que j'atteigne le plus grand nombre de cibles, je leur ai dit que je me suis présenté comme le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains, le distributeur des pains spirituels de la liberté des Africains. C'est-à-dire que je savais dès le départ que si je parviens à bien expliquer, à bien m'exprimer, à bien faire penser, à bien faire méditer les Africains, ils seraient eux-mêmes capables, quelle que soit la longueur de mes conférences, de prendre ce qui les touche, ce qui les marque,
dans ce que j'ai dit et de le diffuser. Je le savais au départ. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis qui me disaient non, faut vraiment condense tout ce que tu dois dire en 5 minutes, 10 minutes, comme ça tout le monde va en profiter. Je leur ai dit non, d'autres le font. Ceux qui ont besoin qu'on leur condense tout ce qu'on a à dire en 5-10 minutes, qu'ils aillent regarder les communicants africains qui font en effet des modèles de 5-10 minutes. Je les comprends. Mes frères et sœurs qui n'ont pas les moyens d'acheter les unités et qui ne peuvent pas me regarder complètement, je leur demande d'attendre. Arrivera un moment où ceux qui ont les moyens vont découper en 1000 morceaux les pains spirituels de la liberté et les partager aux Africains. Quand je disais ça à ces amis-là, mais j'avais 5000 abonnés, 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube qui en était vendredi à 409 000. D'accord? Quand je disais ça, j'en avais que 5000. Je suis quand même monté, je suis arrivé jusqu'à 409 000 avant que la Macronie n'estime qu'il faut me casser. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'en me cassant, ils vous ont confirmé que ce que je vous disais était vrai, non? Et par conséquent, vous êtes prêts à me trouver partout où je suis. Et non seulement par le droit, je me battrai pour faire rétablir ma boîte email personnelle. Personne n'a le droit d'y entrer. Et de ce point de vue, avec mes avocats, nous portons plainte. Tout comme pour, le hacking de la chaîne YouTube. On va porter plainte. Même si on sait que les tribunaux, de plus en plus en Occident, sont sous le commandement des oligarques financiers. On va porter plainte. Mais je vais me rendre physiquement à la direction de Google et YouTube France pour leur dire, Franklin Nyamsi là, c'est moi. Le mail, franklin.nyamsi@gmail.com, c'est mon mail. Rendez-moi. La chaîne Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. C'est moi le propriétaire. Rendez-moi. Bon, si vous ne voulez pas me rendre, bon, je vous porte plainte, on va au tribunal. Ça aussi, vous allez démontrer au tribunal là-bas que la chaîne, que la boîte mail ne m'appartenait pas et que j'avais pas le droit. D'accord? Voilà comment on va procéder pour cela. En attendant, on va continuer à diversifier les moyens de communication. Je vous jure, ils ne seront pas capables, tant que je suis sur cette terre, de m'empêcher de parler. Ils ont le choix. Faire avec ma parole ou faire tout ce qu'ils veulent. Parce que de toutes les façons, je vais vous démontrer, Africains, amis de l'Afrique des libertés, qu'il est impossible d'empêcher, aujourd'hui, dans le monde de la cyber-révolution, il est impossible d'empêcher un homme de s'exprimer. Je vais vous le démontrer. Alors, ils ont fait un calcul. Les droits publicitaires que nous récoltons grâce à nos pages, à notre page YouTube, etc. Le calcul, c'est de faire que ce complément de revenus, que je le perde. Mais je veux leur dire que je suis un Africain, c'est-à-dire un homme qui fait partie des plus riches de la Terre. Écoutez bien, vous tous, Africains, il faut que vous sachiez que vous êtes des êtres humains les plus riches de la Terre. Bon, mon continent ne manque de rien. Vous ne pouvez pas m'appauvrir, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas m'appauvrir. Vous pouvez m'arracher des biens, mais vous ne pouvez pas m'appauvrir. Parce que dans ma tête, c'est clair, je suis un Africain conscient du potentiel de son continent. Dans mon continent natal, je ne manque de rien. Et j'aurai toujours quelque chose à faire sur toute la terre, en raison des compétences universelles que je développe. Donc, moi, je fais partie de ces êtres humains qui n'ont pas peur de perdre des biens. Je n'ai pas peur. Je les défends parce que ce sont des droits. Mais je n'ai pas peur de ça. Parce que je ne vis pas pour mes biens. Quand je suis un fils d'ouvrier, de ménagère, je sais vivre avec rien du tout et je sais vivre avec tout l'or du monde. L'erreur qu'ils commettent, c'est de penser que nous, on est sur les réseaux sociaux, nous autres, on est sur les réseaux sociaux pour l'argent. Non, si c'était pour l'argent, je serais resté au Cameroun et j'aurais adhéré au RDPC de Paul Biya. Je le dis toujours aux gens, et j'aurais eu une carrière financière énorme puisque l'écrasante majorité des ministres de Paul Biya sont des voleurs protégés par lui, qui est lui-même un gros voleur. J'aurais donc volé, comme la majorité des membres du gouvernement camerounais et le président Biya, et je serais un homme très riche.
Parce qu'en effet, une carrière de professeur au Cameroun ne peut pas vous rendre riche. Une carrière de professeur en France ne peut pas vous rendre riche. Ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas être riche. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, si tu veux être riche, il faut faire des affaires. Il faut faire des affaires. Donc, ils ont un problème. Comme nous sommes de plus en plus écoutés par vous, comme nous sommes soutenus par vous, et que des revenus complémentaires nous viennent des droits publicitaires liés à nos pages sur les réseaux sociaux, ils se sont mis à faire le calcul que c'est pour cela que nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis sur le réseau social depuis 2003. Si j'étais là pour ça, depuis 2003, là, la plupart des gens qui m'écoutent ici, est-ce que vous avez un compte réseau social qui était ouvert en 2003? Moi, j'avais, quand Facebook a ouvert, j'ai déjà vu. Parce que du fond de la Côte d'Ivoire où j'étais enseignant, et grâce à un homme que je salue toujours, le sénateur Albert Dibindri, qui est le fondateur du lycée privé Krafa Adagra de Sikensi, et avant lui, au Cameroun, grâce à un homme extrêmement visionnaire, qui était le principal du collège privé laïque Fondation des Nations, dont j'étais le préfet des études du second cycle. Grâce à ces deux managers de l'éducation au Cameroun, dans les années 92, 93, 94, Emmanuel Dieudonné Kadiop, qui vit actuellement au Canada, que je salue, il connaît cette maison. Albert Dibindri, le doyen, fils de la famille royale de Sikensi, chez moi, en pays habillé. Nous, on avait déjà une formation en informatique, alors que nous étions des enseignants et nous étions des administrateurs scolaires. Donc, moi, je savais déjà que l'avenir serait sur les réseaux sociaux, l'avenir de la communication serait sur les réseaux sociaux. Je le savais dans les années 92, 93. C'était très clair dans ma tête. J'avais quel âge? 21 ans. C'était clair. Je savais que c'est sur les réseaux sociaux que la communication se déploierait. Donc, j'avais toujours été curieux d'acquérir des compétences informatiques. Au Cameroun, dans mon bureau de la Fondation des Nations, à Douala, j'avais des ordinateurs. Je savais déjà utiliser un ordinateur. Au début des années 90. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, le sénateur Albert Dibindri, qui était un visionnaire en management éducatif, nous a fait faire pendant un mois une formation lourde en informatique. À l'intérieur de la brousse ivoirienne, là, à Sikensi. C'est là que j'ai acquis l'essentiel des connaissances de base en informatique que je devais avoir. C'est pas ici que je les ai eues, en Europe. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui a vu très tôt beaucoup de choses et qui les a faites très tôt. Donc, les gens qui pensent que, Franklin MC, on va fermer sa chaîne YouTube, donc il ne va plus, pendant un certain moment du moins, avoir les droits publicitaires, les droits d'auteur qui sont liés à sa chaîne. Donc, ça va le décourager, il va dire que, vraiment, je suis fatigué. Est-ce que vous me connaissez? Ambassadeur Denis Bébé, vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous sauriez que me commettre une injustice contre moi, c'est me galvaniser. Je n'aime pas les injustices. Mais quand vous en commettez une contre moi, sachez que vous m'inspirez. Vous me donnez une énergie énorme. Je ne cherche pas à subir des injustices. Mais quand elles me tombent dessus, je les considère comme une invitation à faire mieux, à faire davantage et à avancer. Je tenais à vous dire cela. Donc, oui, c'est très dur de se retrouver à une situation où des pirates entrent dans votre boîte mail. Vous ne savez pas ce qu'ils vont fabriquer de ce qu'ils trouvent dans votre boîte mail. Les fausses histoires qu'ils vont monter pour vous faire, pour tenter de vous salir. C'est très dur de voir des gens qui viennent, ils s'emparent de votre compte YouTube, ils détruisent des objets culturels, des œuvres culturelles, les conférences que j'ai délivrées. Bon, heureusement, par la grâce de Dieu, on a quand même toujours plusieurs copies de tout ça. On pourra essayer de reconstituer si on ne parvient pas directement par YouTube. Je tiens à vous dire que j'ai le moral haut. C'est très dur, hein? Et j'avertis tous les panafricanistes. On a commencé par moi parce qu'ils disent que je suis un enseignant. Et que mon enseignement touche en profondeur. Donc, il faut qu'on me déracine, moi, d'abord. Et comme en plus je suis sur le sol français, je suis considéré comme en situation de défi. Le dictateur Macron considère que je le défie. Mais pourtant,
Moi, je ne suis pas venu en France ici grâce à Macron. C'est même pas lui qui m'a fait venir. C'est pas quelqu'un. Et je suis venu légalement m'installer en France. Le président Macron est un cadet en âge. Il a 5 ans derrière moi. C'est même pas quelqu'un avec qui j'ai à me comparer en génération. Je ne suis pas venu ici en France pour le concurrencer. Je ne veux pas être président de la France. Son poste là, à l'Élysée, ça ne m'intéresse pas. Je lui répondrai volontiers si je le rencontrais, comme le chef du village de Minta, dans le sud du Cameroun. Ça ne m'intéresse pas d'être président français. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas mon objectif. Donc, par conséquent, voilà quelqu'un qui s'acharne uniquement parce que je dis la vérité concernant notre peuple. Parce que je sers la cause de notre peuple. Il s'acharne contre moi. Il envoie des procureurs, il envoie Sylvain Ité. Et maintenant, eh bien, les mercenaires de la France-Afrique s'attaquent à mes comptes sur les réseaux sociaux avec l'ambition de faire que je n'ai plus l'occasion de vous parler. Alors, c'était dans la liste des sujets que je voulais aborder ce soir, le dernier. Mais je crois que c'était important que je le place plutôt en premier pour déjà vous rassurer sur mon état d'esprit. On va continuer à trouver voies et moyens pour nous exprimer, nous les Africains. Et j'avertis tous les autres panafricanistes. Créez 10, 20, 30 comptes YouTube. On casse un, vous sortez sur l'autre. N'ayez pas peur, nous allons gagner. Ceux qui pensent que nous menons cette bataille pour de l'argent vont donc voir par notre persévérance exceptionnelle que nous servons une cause juste et que nous sommes les derniers Africains qui accepteront la recolonisation de leur continent natal. Je dis bien les derniers. À partir de ma génération, là, ce n'est plus possible. C'est barré fini. Comme on dit à Bassa, même por me yéne. J'ai parlé et je m'assois dessus. Nous sommes les derniers Africains que vous allez intimider sur la terre. J'étais ici. J'avais un petit souci de santé, je me lève pour aller me soigner en Russie. On dit, oh, pourquoi tu es allé en Russie? Je leur dis, hé, moi, je fais partie des derniers Africains à qui on ne dit pas où ils doivent aller. Ici, là, moi, vous avez affaire à un Africain à qui on ne dit pas ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Je vais où je veux, en fonction de ma pensée et de mes intérêts. Et c'est ce que j'enseigne aux Africains. C'est ce que le président Goïta a appelé la liberté de choix des partenaires stratégiques. Aucun Africain ne doit se faire dicter sa direction sur la terre. Tu vas où tu veux et où tu peux. On n'est pas venu accompagner quelqu'un ici. Nous sommes tous des âmes. Nous sommes tous des créatures du même être tout-puissant que Spinoza appelle la nature naturante. Deus sive natura. On est tous issus de la même nature créatrice. Il ne faut pas que nos camarades humains s'asseyent encore sur notre tête, comme pendant 600 ans, ils se sont assis sur la tête de nos parents. Il faut qu'ils quittent dans ça. Ça ne va plus jamais arriver. Vous avez compris? C'est dans la tête, comme le dit souvent le président Maurice Kamto. C'est dans la tête que ça se passe. C'est là. Quand tu es au clair, là, ça va. Tu souffres, tu sais pourquoi. Tu es heureux, tu sais pourquoi. Tu es triste, tu sais pourquoi. Voilà pourquoi tu vis. Tu dois savoir pourquoi tu es triste, pourquoi tu es heureux, pourquoi tu souffres. Sinon ta vie ne sert à rien. Voilà le dernier sujet dans l'ordre des sujets que j'ai proposés à cette émission, que j'ai ainsi abordé. Maintenant, je prends dans l'ordre les sujets que je voulais éplucher rapidement, vu l'heure avancée. Alors, dans l'ordre des sujets, je voudrais vous parler du Mali qui est toujours convoité par les criminels de la France-Afrique. J'ai lu 2 articles scélérats, publiés par Le Monde, une des officines de presse essentielles de la France-Afrique à Paris, et un autre par la Deutsche Welle. J'ai publié ces 2 articles sur ma page. Je vous les résume. Le Monde dit que l'armée malienne et ses alliés russes réorganisent leurs dispositifs dans le nord. Et Le Monde publie des photos satellites des camps militaires du Mali dans son journal, en prétendant les avoir pris chez un
site d'information qui s'appelle Casus Belli. Je résume ce que j'ai vu dans le monde. Ils disent que le Mali, l'armée malienne, les FAMA, notre armée bien-aimée, réorganise son dispositif dans le nord autour de la région de Kidal. Et que ça n'augure rien de bon. Mais ils vont plus loin, ils publient dans leur journal les photos aériennes et avec des descriptions les plus précises possibles des sites militaires du Mali. Et ils disent qu'ils les ont eus grâce à un site qui s'appelle Casus Belli. Je rappelle que Casus Belli, en latin, ça veut dire cas de guerre, cause de guerre. Et ça vous rappelle leur devise qu'on a trouvée à Niamey. La paix, on peut l'éviter. La deuxième information dont je vous parle sur le premier point, c'est la Deutsche Welle qui a publié un article disant que l'objectif des soi-disant djihadistes, c'est-à-dire en fait des terroristes armés par l'OTAN, depuis 2011 pour tuer Kadhafi, détruire la Libye, envahir le Sahel, la Deutsche Welle reconnaît que finalement, l'objectif des terroristes, c'est de prendre, après le Sahel, le golfe de Guinée. C'est écrit noir sur blanc dans la presse officielle allemande. À partir de ces deux éléments, je fais la réflexion suivante. Écoutez, si vous n'avez pas de son, mon cher Kualai, il faut relancer le lien. Il faut faire comme si vous relancez le lien. Mon jeune frère bien-aimé. Tu fais comme si tu relances le lien et normalement, je crois que le son va revenir. Tu fais comme si tu te déconnectes et tu te reconnectes. Et tu vas m'entendre. Bon, ils se battent aussi pour empêcher que vous m'écoutiez. Là, vous êtes plus de 1000 en direct sur Facebook. Ça fait pleurer chez les tortionnaires ce soir. Quoi, ça perd l'hypopète, il s'exprime encore? Il y a du monde qui l'écoute. Hein? Bon, ok, très bien. Mais les deux articles du Monde et de la Deutsche Welle appellent de ma part la réaction suivante. D'abord pour l'article du Monde. Est-ce que la presse de la France-Afrique, est-ce que les autorités, les dirigeants français actuels, accepteraient que les Africains s'emparent du maximum d'images satellites des camps militaires français dans le territoire français, des bases militaires françaises dans le territoire français, et qu'on en fasse un sujet vulgaire de communication en Afrique? C'est une question que je pose. Quand j'ai vu ce site Le Monde s'amuser à filmer les camps militaires du Mali, à les détailler et à les afficher au monde entier, je me peux poser la question de savoir comment réagirait la presse française, les autorités françaises, la population française, si des journalistes africains se mettaient systématiquement à diffuser des images satellitaires de tous les sites militaires français sur la Terre. Je peux déjà vous dire la réaction qu'il y aurait à Paris, parmi ces gens-là, qui sont des abonnés aux 2 poids 2 mesures. Ils se mettraient à pousser des cris d'orfraie, en criant à l'agression, en criant à l'abomination, en criant à l'outrage. Ils diraient que ça ne va pas se passer comme ça. Ils diraient que c'est insupportable. Ils diraient que ce n'est pas possible. Ils diraient que vraiment, mais c'est là maintenant, il va falloir faire quelque chose. Vous voyez, dans la presse française, on s'amuse à entrer dans le secret de défense d'un pays en lutte contre le terrorisme. On étale sur des pages entières du quotidien Le Monde les images des camps militaires maliens pour que les terroristes soient encore mieux renseignés pour bien les attaquer. Mais si la presse africaine se spécialisait dans la divulgation des informations de défense française, européenne, américaine, otanienne, cette presse serait considérée comme digne de la peine de mort, digne de la potence. C'est vrai ou c'est faux? Ce que je dis là, mes chers amis, c'est vrai ou c'est faux? Ok. Mais il y a un deuxième point qui, dans cette analyse du premier sujet, doit nous intéresser. Ce deuxième point, c'est le lien entre l'article du Monde et l'article de la Deutsche Welle que je vais établir. Dans l'article de la Deutsche Welle, ils disent que
Les soi-disant djihadistes, en fait, ce sont les terroristes de l'OTAN. Appelons-les par leur nom. Les terroristes de l'OTAN. C'est ce qu'ils sont. D'accord? Ils disent que leur objectif, c'est le golfe de Guinée. Et que par conséquent, cela risque de créer un très grand désordre dans la sous-région. Parce que le Mali s'isole et n'est pas capable d'assurer la sécurité. Tout ceci pourrait créer un problème pour la paix et la sécurité dans toute la sous-région ouest-africaine. Le fait que le Mali, le Burkina et le Niger ne coopèrent pas avec la communauté internationale, cela est la cause qui risque d'ébranler toute l'Afrique de l'Ouest. De telle sorte qu'il va falloir faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Ils veulent faire jouer, à leur façon, le chapitre 7 de la Charte internationale des Nations Unies qui dit que quand un pays est réputé porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale, on a le droit de l'agresser. C'est ça qu'ils veulent mettre en œuvre. Non seulement c'est l'OTAN qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer l'Afrique, donc c'est l'OTAN qui est responsable de la déstabilisation du Mali, de la déstabilisation du Niger, de la déstabilisation du Burkina Faso, la déstabilisation du Tchad, la déstabilisation, eh bien, aujourd'hui, du nord du Cameroun, la déstabilisation du Nigeria, la déstabilisation du Ghana, la déstabilisation du nord du Togo, la déstabilisation du nord, c'est l'OTAN. Ce sont les suppôts de l'OTAN qui se sont éparpillés dans le sous-continent. D'accord? Mais en plus, l'OTAN veut profiter de cela pour dire que les États africains ayant été incapables de faire disparaître le terrorisme, il faut qu'elle intervienne sous le motif de combattre le terrorisme et qu'elle occupe donc militairement non seulement le Sahel, mais également le golfe de Guinée. Voilà le raisonnement caché derrière les deux articles apparemment éloignés. Et tout ce raisonnement nous permet de nous souvenir de ce que Obama a dit à Mahamadou Issoufou en 2010-2011, lorsque Issoufou lui a dit « N'attaquez pas la Libye parce que vous allez déstabiliser toute l'Afrique », Obama a dit publiquement « No, we will finish the job ». Et ce qu'il voulait dire par là, c'est « Nous allons casser la Libye, déstabiliser l'Afrique du Nord, puis nous allons déstabiliser le Sahel, parce que nous devons contrôler les richesses du Sahel. Nous sommes au courant de la nappe phréatique immense du Sahel, du gaz, du pétrole, de l'or immense du Sahel, et notamment de la fameuse région du Liptako-Gourma. Et puis nous savons que la région maritime la plus riche de la planète Terre, c'est le golfe de Guinée. Et donc nous devons mettre notre grappin dessus. Le plan d'Obama, c'était donc de semer la déstabilisation dans toute l'Afrique afin d'imposer aux Africains la présence des troupes de l'OTAN. C'est ce plan-là qui est rappelé par les deux articles que je viens de vous commenter. D'où je conclus en disant aux Africains, vigilance, vigilance, vigilance. Et je m'adresse ici, non pas seulement à nos États panafricanistes. Je ne m'adresse pas seulement à nos États panafricanistes. Je m'adresse aussi à nos États non panafricanistes, pour leur faire comprendre que, en fait, le plan d'Obama, le plan de l'OTAN, le plan de l'Occident politique envers l'Afrique, c'est-à-dire la maintenir en guerre, en déstabilisation permanente pour pouvoir l'exploiter, ce plan-là ne vise pas que les pays panafricanistes. Il les vise en priorité, parce que ce sont eux qui constituent le rempart du continent. Mais finalement, c'est un plan qui vise tous les pays africains. Tous les pays africains sont ciblés. Toute l'Afrique est ciblée. Mais voilà pourquoi, en fait, le terrorisme ne déstabilise pas que des pays révolutionnaires panafricanistes. Il déstabilise aussi le Cameroun. Il déstabilise aussi le Nigeria. Mais pourquoi laisse-t-on déstabiliser des pays dont les dirigeants sont des valets reconnus de l'Occident? Parce qu'en fait, le plan de l'Occident politique envers l'Afrique concerne les pays panafricanistes révolutionnaires comme les pays non panafricanistes et non révolutionnaires. Il s'agit, ni plus ni moins, que d'un plan de recolonisation totale du continent. Et c'est ce qui explique les déclarations de nombreux dirigeants européens, et en particulier français, qui ont répété comme un mantra la phrase suivante, « L'Afrique est l'avenir de l'Europe. » L'Afrique est l'avenir de l'Europe. Quand ils disent cela, c'est un mot de passe entre eux. C'est un élément de langage, c'est un terme de référence pour rappeler que tout se passe conformément à leur plan.
Donc, je tiens à dire ici aux dirigeants africains, qui sont des suppôts de l'OTAN, qu'ils sont en train de creuser la tombe de leur propre pays. L'OTAN n'a jamais été bonne envers ceux qui l'ont servi. Je vais vous donner quelques noms. Saddam Hussein a servi l'OTAN. Il est où? A également servi l'OTAN. Amplement et massivement. L'ancien dirigeant de Serbie, il est où? Il a servi l'OTAN en son temps. Il est où? Comment ont été remerciés tous les dirigeants africains qui avaient bradé les matières premières africaines aux multinationales américaines? Exemple de Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu Wazabanga. Il est où? Oussama Ben Laden est un ancien agent de la CIA. Il est où? Où est-ce qu'il est? Où est Al-Baghdadi, l'homme de l'État islamique? Il est où? Chaque fois qu'ils ont fini de vous utiliser contre votre peuple, ils vous éliminent pour que vous ne parliez pas trop. Oui! Et c'est ce qui vous permet de comprendre ce qui est arrivé à Idriss Déby. Il a été imposé aux Tchadiens par le néocolonialisme et il a été éliminé par le néocolonialisme. Voilà. C'est-à-dire que vous trahissez votre peuple et après ces gens-là, pour qui vous avez trahi votre peuple, vous trahissent. J'espère que vous savez que la plupart des paradis fiscaux sont remplis d'argent africain qui est à jamais arraché. Parce que les dictateurs africains ont volé cet argent pour venir le cacher dans les paradis fiscaux européens. Et les Européens ont arraché cet argent. Regardez tous les procès à propos des biens mal acquis qui sont faits aux dirigeants africains. C'est pour arracher l'argent de l'Afrique, volé par les dirigeants africains et caché dans les comptes bancaires, caché dans les immeubles, ici en Occident. C'est-à-dire qu'au final, je le dis souvent, les dictateurs africains sont des voleurs volés. Regardez comment ils ont servi Bokassa. Regardez ce qu'ils ont fait à Bokassa, Jean Bédel. Et il faut revenir sur la campagne qu'ils ont faite de Bokassa. Ils étaient parvenus à nous faire croire que le type mangeait de la chair humaine. Chaque fois qu'un Africain se met à vouloir réfléchir pleinement avec son propre cerveau, il le diabolise. On le présente comme un truand, un monstre, un voleur, un violeur, un pervers, un démon, un diable. Mais ils ont un problème à cette époque, c'est que la révolution numérique a donné aux Africains la capacité de construire des contre-narratifs, d'empêcher la diabolisation des héros. Et voilà pourquoi, de guerre lasse, ils préfèrent tuer les gens et ils commencent par les tuer en détruisant symboliquement leurs œuvres, comme ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, attaquer la chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, c'est brûler une bibliothèque, une immense bibliothèque. Et c'est ce qu'ils ont fait à Alexandrie pour soumettre les Égyptiens. C'est ce qu'ils ont fait partout où ils arrivent, ils détruisent les biens culturels des peuples, et ensuite ils disent que ces peuples sont des sauvages. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai produit plus de 3000 vidéos sur YouTube, vidéoconférences. De telle façon que celui qui vient et qui dit que moi, là, je suis un paresseux, en regardant plus de 3000 conférences que j'ai données, il a du mal à le dire. Donc, pour me présenter comme un vaurien, on détruit mon œuvre. Et c'est ce qu'ils ont fait à tous les Africains, c'est ce qu'ils ont fait à tous les résistants. Ils détruisent votre œuvre d'abord, et enfin, ils vous détruisent. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, sur ce premier sujet, je voulais que vous preniez conscience du plan qui a été tracé pour littéralement agresser l'Afrique. Ces deux articles m'ont permis de le révéler. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.